Qui étaient les premiers habitants d'Amérique du Nord? Selon l'hypothèse la plus communément admise, ils seraient venus à pied d'Asie, alors reliée à l'Alaska. Et s'ils étaient venus par l'Atlantique? Si les premiers hommes à avoir foulé le sol de ce nouveau monde avaient été des Européens? C'est une toute autre conception du peuplement de l'Amérique. Deux chercheurs américains en sont persuadés. Au cours de la préhistoire, des hommes venus d'Europe occidentale ont franchi l'océan Atlantique. Des solutréens étaient là, et ils étaient nombreux. L'exploit semble impossible. Les préhistoriques ont prouvé que rien n'était impossible. En Amérique du Nord, on a retrouvé des outils de pierre semblables à ceux d'une culture européenne évoluée. Depuis la chance que j'ai eue d'avoir dans mes mains ces objets-là, j'ai vraiment envie de poursuivre cette idée-là. Cette histoire correspond à un récit des origines immémoriales. Et une nouvelle étude génétique pourrait bien bouleverser le monde scientifique. Juste ce résultat-là vient complètement chambouler les idées qu'on avait de la colonisation de l'Amérique du Nord. Des populations du continent européen sont-elles parvenues en Amérique grâce à un pont de glace? Nous changeons l'histoire du monde. Il y a 20 000 ans, l'Amérique du Nord est sous l'emprise de la dernière glaciation. C'est un paysage peuplé d'ours à face courte, de lions américains et de paresseux géants. Les hommes ne vont pas y poser le pied avant 6 000 ans. C'est du moins ce que l'on croyait. Car le peuplement de l'Amérique pourrait être plus ancien qu'on ne l'avait pensé. Et si un groupe humain issu d'Europe occidentale avait traversé l'océan Atlantique il y a 20 000 ans? En 2012, une équipe d'archéologues a fait ici une découverte surprenante. Nous sommes sur une toute petite île au large du Maryland, sur la côte est des États-Unis. Dans une couche de limon datée de 20 000 ans, on a trouvé plusieurs outils en pierre taillée. Ici, dans la baie de Chesapeake, nous avons fait des découvertes extraordinaires et totalement inattendues. Elles changent notre vision de l'histoire. Dennis Stanford est un archéologue de réputation mondiale, spécialiste de la dernière glaciation. Bruce Bradley se concentre sur l'archéologie expérimentale et notamment sur le façonnage des pierres taillées. Ici, ils ont découvert deux outils en pierre d'une grande finesse. Nous avons ici une pièce bifaciale. Elle est très fine, elle a été affûtée 1 ou 2 fois. Quand on l'a trouvée, elle dépassait d'environ 1/3 de la falaise. En voici une autre. Elle portait des traces résiduelles de sang que nous avons analysées. Il s'agissait de sang de bison. Il y a 20 000 ans, des hommes auraient établi un campement ici, dans le nord-est des États-Unis. Ces quelques morceaux de silex bouleversent tout ce qu'on croyait savoir sur le peuplement de l'Amérique. Sur l'origine, le mode de transport et la date d'arrivée des premiers habitants d'Amérique du Nord. Selon la théorie en vigueur, les premiers Nord-Américains sont venus du nord-est de l'Asie. Le détroit de Bering était alors à sec. Ils ont vécu en Béringie plusieurs milliers d'années.
Puis, il y a entre 16 et 14 000 ans, ils se sont dirigés vers le sud. Les découvertes de la baie de Chesapeake pourraient prouver qu'une population humaine était établie sur le continent à une date bien antérieure. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons trouvé des objets qui ont de 6 000 à 10 000 ans de plus dans l'est des États-Unis. Ça ne cadre pas du tout avec l'ancienne théorie. À partir de là, bien évidemment, on se pose la question, d'où venaient ces gens? Bruce Bradley et Dennis Stanford ont comparé leurs trouvailles avec des outils préhistoriques du monde entier. Et ils ont trouvé des techniques de façonnage similaires, celles d'une culture européenne appelée le solutréen. Voici le moule d'une pièce bifaciale solutréenne. Et en voici une qui vient de notre site. Elle présente des similarités troublantes. Même forme, même méthode de fabrication, même taille et même usage. C'est un sacré casse-tête. Comment expliquer une coïncidence pareille? La culture solutréenne s'est développée en France et dans la péninsule ibérique lors de la dernière glaciation. 6 000 km et un océan entier la séparent de la baie de Chesapeake. Bruce Bradley est venu en France au cœur du territoire solutréen pour enquêter. Il se rend en Dordogne, au Musée national de préhistoire des Hésies. Les réserves du musée comptent plus de 6 millions d'objets, dont un grand nombre d'outils solutréens. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc, on a le solutréen ici et l'américain de ce côté. Tous ces outils viennent de la côte Est. Les spécialistes du solutréen examinent dans le détail les trouvailles de Bruce. Qu'est-ce que vous pensez à ça? Tu l'achètes pour du solutréen? Oui, d'un point de vue technique, elle est acceptable pour du solutréen. Non, si, Bruce, si on trouvait une pièce comme ça sur un site solutréen, ça ne poserait aucun problème. Oui, d'accord. Ce qui est effectivement très difficile à concevoir, c'est la traversée de l'océan. Oui, c'est ce qui pose problème à tout le monde, la traversée de l'océan. Comment sont-ils allés d'ici jusqu'en Amérique? Vous croyez que c'est possible? Les préhistoriques ont prouvé que rien n'était impossible. Qui étaient les solutréens? Étaient-ils capables d'un tel exploit? Traverser l'océan Atlantique? On connaît à peu près les conditions de vie de la population de cette époque. On est alors dans ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire. Les glaciers recouvrent tout le nord de l'Europe. Pour les hommes, c'est une existence très rude. Les solutréens possédaient une très grande maîtrise technique. C'étaient aussi des artistes. Ils nous ont laissé des peintures pariétales. Ce sont surtout des représentations d'animaux, mais aussi parfois des empreintes de main. Il s'agit de messages pour signifier ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Le solutréen est l'époque où la taille du silex est à son apogée. De nouvelles techniques permettent d'obtenir des lames d'une finesse extraordinaire. Selon Bruce Bradley, il se pourrait que les solutréens aient utilisé une technique qu'on retrouve chez les paléo-américains. On frappe le silex sur l'arête et on en détache ainsi un large éclat qui va jusqu'à l'arête opposée. Les outils solutréens sont extrêmement tranchants. Ils se reconnaissent à leur forme caractéristique en feuilles de laurier. Mais leurs inventions ne s'arrêtent pas là. Ils ont innové dans plusieurs domaines. Ils ont inventé des techniques qu'on ne retrouve pas dans les autres cultures. L'une de ces innovations, c'est l'aiguille, et surtout le chat de l'aiguille. Cette invention rend la couture beaucoup plus efficace. Elle s'est d'ailleurs rapidement répandue par la suite.
Les Solutréens étaient des chasseurs-cueilleurs. On sait qu'ils chassaient le renne, parfois aussi le cheval. Ils ont inventé le propulseur. C'est une hampe munie d'un crochet qui permet de démultiplier la vitesse et la force de frappe d'une lance. Avec le propulseur, le jet est bien plus puissant qu'avec le bras. Mais en pleine période glaciaire, la nourriture se fait rare. Les Solutréens sont comme la plupart des peuples du monde. Ils ne vont pas rester sur place à attendre d'être envahis ou de mourir de faim. Ils sont poussés par la volonté de survivre. Donc, Dennis Stanford et moi-même, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle une population aurait traversé l'Atlantique lors du dernier maximum glaciaire il y a environ 20 000 ans. Ils seraient parvenus en Amérique du Nord et se seraient établis sur la côte est des États-Unis. C'est une toute autre conception du peuplement de l'Amérique. Selon les deux chercheurs, c'est précisément la glace qui a permis aux Solutréens de quitter l'Europe. Pendant la dernière glaciation, les deux continents étaient reliés par une banquise. Je pense qu'il est tout à fait possible que les Solutréens soient partis vers l'ouest. Ils seraient passés d'Europe en Amérique, soit sur ce pont de glace, soit en cabotant le long de la banquise. L'hypothèse des deux chercheurs est en totale rupture avec la théorie en vigueur sur le peuplement des Amériques. Ils décident malgré tout de la faire connaître. La réaction de la profession a été assez unanime. On peut dire que notre hypothèse a provoqué un tollé général. On savait bien ce que nos confrères allaient nous dire. Vous avez perdu la tête. Et ils le pensent toujours. L'hypothèse solutréenne n'est pas valable pour le peuplement des Amériques. Il faut l'abandonner. C'est une belle histoire, très romanesque. Ça parle à tout le monde, c'est drôle, c'est nouveau, c'est différent, mais ça ne résiste pas aux faits. À l'heure actuelle, toutes les données concourent à démontrer que les premiers Américains sont arrivés il y a environ 15 000 ou 16 000 ans et qu'ils venaient d'Asie. On ne nie pas que des hommes sont arrivés par la Béringie. C'est un fait établi que personne ne remet en cause. Maintenant, on peut se demander s'il n'y a pas eu d'autres sources de peuplement. Certains le pensent, d'autres ne sont pas d'accord, et ils se disputent. Au cœur de cette polémique, les outils. La ressemblance entre les outils d'Amérique du Nord et d'Europe serait une simple coïncidence. Ce ne serait pas la première fois qu'on retrouve des technologies similaires employées par des peuples différents sur des continents différents. Regardez les pyramides d'Égypte et celles du Mexique. Elles ont été inventées indépendamment les unes des autres sur deux continents. Quand on examine dans le détail les pyramides d'Égypte et celles de Mésoamérique, on voit que sous bien des aspects, elles sont très différentes. Bruce Bradley a étudié pendant des années le façonnage des outils en pierre taillée. Il sait reproduire la taille par pression, caractéristique de l'innovation solutréenne. Comme pour les pyramides, il considère que la forme n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la technique de fabrication. L'approche solutréenne en matière de fabrication d'outils en pierre est très particulière. Elle est unique au monde. Il faut bien savoir que nous avons examiné dans le moindre détail la fabrication et l'usage des outils.
La présence de cet immense océan pose évidemment un problème. Elle nous pousserait à dire que la ressemblance est accidentelle, mais nous affirmons le contraire. Il est impossible qu'il n'y ait pas de lien. Pour Bruce Bradley et Dennis Stanford, ces outils apportent la preuve que les Solutréens ont franchi l'Atlantique. Mais une grande majorité de leurs confrères réfutent leur hypothèse. Sébastien Lacombe est spécialiste de l'industrie de la pierre taillée du Paléolithique. Il ne souscrit pas à l'hypothèse solutréenne. Il est venu sur le site des deux chercheurs pour examiner les outils en détail. L'idée que j'avais de l'hypothèse solutréenne, j'étais très sceptique. Je crois qu'être sceptique en archéologie, c'est salutaire. Parce que c'est la seule façon de pouvoir analyser des faits archéologiques. Alors, explique-moi ce qu'on a. Cette lame bifaciale a été trouvée au point de contact entre la couche de surface et la couche profonde. Cette couche est datée de 20 000 ans. C'est incroyable, ce contexte. La datation est bien documentée. C'est proprement incroyable. Ce qui me frappe d'abord, c'est sa finesse. J'ai vu des pièces comme celle-ci datant du Paléolithique récent en France, et en Espagne aussi d'ailleurs. Ça me rappelle les feuilles de laurier du solutréen. C'est une technologie très similaire. Oui. On dirait du solutréen. Oui, tout à fait. La chance que j'ai eue aussi d'avoir dans mes mains certains de ces objets-là, je peux dire que dans ma tête, oui, j'ai fait du chemin. J'ai vu des choses sur le plan technologique et sur le plan typologique. J'ai vu des objets qui me rappellent très très sûrement ce que j'ai pu voir dans mes recherches en France et en Espagne. Je me sens plus légitime tout à coup. Oui, c'est formidable qu'un véritable expert du solutréen réagisse comme ça. On lui explique ce qu'on pense avoir trouvé, il l'examine et il nous confirme qu'on tient quelque chose. Aujourd'hui, sans prétendre que oui, ces gens-là étaient absolument solutréens, parce que je suis même pas certain qu'on puisse un jour le dire, mais ces affinités qui finissent par être plus que des affinités, mais des choses qui sont de plus en plus convaincantes. Les Solutréens étaient des virtuoses de la pierre taillée. Mais étaient-ils capables de traverser un océan ? Bruce Bradley se rend dans les Pyrénées en quête d'indices. Il veut savoir si les Solutréens auraient pu être des marins. La grotte d'Istouritz a été occupée pendant plusieurs dizaines de milliers d'années jusqu'au Néolithique. On y a retrouvé la trace d'un peuplement solutréen. Bruce Bradley la visite avec sa propriétaire, Joël Daricot. Extraordinaire. C'est très émouvant. Je suis venu voir si on pouvait trouver ici une quelconque relation à la mer, quelque chose qui rappellerait l'océan. Oui, sur ce pilier, vous avez plusieurs cervidés gravés. Ce qui est étrange, c'est qu'avec les cervidés, il y a sur la même œuvre un saumon. C'est incroyable. Un poisson associé à un cervidé. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant. Le saumon est un animal symbolique parce qu'il vit à la fois dans l'océan et les rivières. Ce dessin pourrait indiquer un lien avec l'océan. Dans une autre grotte, dans le nord de l'Espagne, on a trouvé un outil incurvé. L'objet en os date du Solutréen. Il pourrait s'agir de l'un des premiers harpons au monde.
Bruce Bradley décide de le reproduire à l'identique pour l'essayer. J'ai fabriqué une réplique de pointe de Saguet sans barbelure. Bien sûr, on n'a pas retrouvé la hampe, ni trace du matériau utilisé pour lier la pointe à son support. Ces matériaux étaient organiques et se sont décomposés. Donc, on est obligé de procéder par hypothèse sur le matériau utilisé et la façon de s'en servir. Pour reconstituer cette Saguet, le chercheur n'utilise que de l'os, du bois et des tendons. Je vais lancer la Saguet sur le poisson pour voir si elle reste fichée dans la chair, comme un harpon. Ça fonctionne parfaitement, regardez. Les solutréens ont pu mettre au point des outils efficaces pour la chasse aux mammifères marins et la pêche. Dans ce cas, ils ont dû se tourner vers cette ressource immense, l'océan. L'art pariétal semble confirmer qu'il se nourrissait des produits de la mer. On trouve d'autres représentations dans les grottes le long de la côte atlantique. Des poissons des profondeurs, comme le thon et le flétan. Et puis, un oiseau marin, aujourd'hui éteint, qui pullulait pendant la dernière glaciation. Le grand pingouin était un oiseau imposant de 80 cm de haut. Il pourrait expliquer pourquoi et comment les solutréens sont partis vers l'ouest. Ce pingouin pesait environ 5 kg. On le reconnaissait à sa tache blanche au-dessus des yeux et à son bec barré de striures. Pour les hommes du Paléolithique, c'était une source conséquente de viande et d'huile. Ces pingouins étaient très bons nageurs, mais peu agiles sur terre, et ils étaient incapables de voler. C'était une proie facile à capturer. Au XIXe siècle, la chasse s'est intensifiée et l'espèce a disparu. Mais à l'époque des solutréens, on en trouvait en abondance. Cette espèce d'oiseau marin était parfaitement adaptée au froid. À l'époque, il se comptait par millions d'individus. L'océan abondait alors en poissons, en phoques, en baleines et en oiseaux. Il y avait un véritable supermarché en libre-service sur la glace. Comment aurait-il pu ne pas le voir? Ne pas se dire, le risque en vaut la chandelle. Il suffit de suivre la nourriture. Comment imaginer que les solutréens qui vivaient sur les rives de l'océan n'aient pas voulu en profiter? La question, ce n'est pas pourquoi ils l'ont fait, mais comment ne pas le faire? Mais les critiques ne désarment pas. Dans l'hypothèse solutréenne, ce qui manque, c'est une preuve. Ils aimeraient bien détenir cette preuve, mais ils ne l'ont pas. Toute idée, toute hypothèse doit être soumise à la vérification. Elle doit résister à un examen détaillé des faits. Les deux chercheurs fondent leur hypothèse sur des outils retrouvés sur une plage. Pour convaincre la communauté scientifique de son bien-fondé, ils doivent entreprendre une fouille archéologique systématique. Dennis Stanford et Bruce Bradley doivent fouiller le site archéologique de la côte Est. S'ils mettent au jour la preuve d'une occupation dans un contexte géologique vieux de 20 000 ans, s'ils trouvent des objets dans cette couche, alors il faudra accepter la valeur archéologique de ce site. Les chercheurs ont analysé les secteurs qui avaient livré le plus de matériel. Ils ont ainsi déterminé la zone la plus propice pour mener la fouille. Ce site est important parce qu'il recèle peut-être la preuve irréfutable que nous cherchons. Nous pensons qu'il y a 20 000 ans,
Des hommes ont séjourné ici. On a des indices concluants, mais il faut qu'ils soient étayés par un peu plus de matériel. L'idéal serait de trouver des outils à proximité d'un foyer, car le charbon de bois peut être daté au carbone 14. Il permet donc d'attester l'âge des objets mis au jour. Si on peut trouver des outils en place et les dater au carbone 14, nos opposants vont avoir du mal à nier l'évidence. Et c'est ce qui va se passer parce que les Solutréens étaient là, et ils étaient là en nombre. Le temps joue contre eux. L'érosion a permis de faire apparaître les outils de pierre, mais elle menace maintenant le site lui-même. En l'espace de 3 ans, l'océan a déjà avalé 300 mètres de côte. La mer est en train de monter. Et comme à chaque marée, elle risque de faire disparaître une grande partie de la couche qui pourrait renfermer des outils. Si cet endroit a bien été occupé il y a 20 000 ans, on espère que les traces n'ont pas été détruites par l'érosion. On a une bonne brise de mer qui s'est levée avec la marée. Il y a de la houle, et du coup les vagues vont encore plus loin. C'est ça l'archéologie. On prévoit des tas de choses, mais le pire peut toujours se produire. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On va continuer à renforcer la digue en attendant que la mer descende. L'équipe n'a pas d'autre choix que d'abandonner le terrain et attendre. Le lendemain matin, la mer a baissé, laissant apparaître de nouveaux objets. Regardez, c'est super. Un éclat de quartz. C'est probablement un résidu de taille d'un outil. C'est l'œuvre d'un être humain. Il l'a utilisé, puis l'a perdu ou l'a jeté. En tout cas, c'est un objet chargé d'histoire. Il y a 20 000 ans, une étendue de glace séparait l'Amérique du Nord de l'Europe. Mais cette étendue n'était pas solide. Elle était semée de blocs de glace, parfois larges de plusieurs kilomètres. Ces morceaux se déplaçaient et se fissuraient au gré des courants de l'Atlantique Nord. Il aurait été beaucoup trop dangereux de tenter la traversée à pied. Dennis Stanford a passé des années dans l'Arctique. Il croit savoir comment les Solutréens auraient pu survivre à cette traversée. J'ai travaillé en Alaska avec les chasseurs inuits. Je me suis déplacé sur les banquises et j'ai vu ces énormes îles de glace. Et j'ai pensé aux Solutréens. Comment ont-ils fait? Ils avaient peut-être des bateaux. Et s'ils avaient des bateaux, ils pouvaient naviguer entre les blocs de glace. Et à force de naviguer, on sait ce qu'il faut faire par gros temps. Ma théorie, c'est qu'ils ont avancé peu à peu, tout en chassant le phoque et le grand pingouin. Ils disposaient de tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. C'est une hypothèse tout à fait plausible. Dennis Stanford pense que les Solutréens ont parcouru les îles de glace à pied. Et ils seraient passés de bloc en bateau. Mais en archéologie, on ne peut pas se contenter d'hypothèses. On a besoin de preuves concrètes. Rien ne prouve que les Solutréens avaient des embarcations. On n'a pas trouvé de bateaux ni d'outils témoignant de la fabrication de bateaux. Donc nous n'avons aucune preuve tangible de transport par voie de mer. Les plus anciennes pagaies jamais retrouvées datent de 9500 ans. Elles étaient en bois et ont été mises au jour en Europe occidentale. Mais il existe des preuves indirectes de l'existence d'embarcations bien plus anciennes. Il y a 65 000 ans, des groupes humains sont parvenus en Australie à partir de l'Indonésie. Pour cela, ils n'ont pas pu faire autrement que de naviguer.
La plupart des bateaux sont faits de bois, de peau, de matériaux organiques qui se décomposent avec le temps. Mais l'homme est bien arrivé en Australie. Et à moins d'imaginer qu'il est passé par la voie des airs, on est obligé de convenir qu'il a franchi la mer sur des embarcations quelles qu'elles soient. Il est donc tout à fait concevable que des solutréens aient eu des bateaux il y a 20 000 ans. Peggy Jodrey s'intéresse depuis des années aux embarcations de la préhistoire. Selon elle, les bateaux des solutréens ressemblaient peut-être à ceux des anciens Inuits. Si l'on veut déplacer un groupe, comme une famille élargie ou plusieurs familles, il faut une embarcation adaptée, un grand bateau pour caser tout le monde. Dans ce cas, l'Umiak est idéal. On peut le remplir de personnes et de matériel. Mais on peut aussi le tirer sur la glace et le renverser sur le côté pour le transformer en abri temporaire. Pour nous qui aimons la terre ferme, la mer est une menace. Mais ceux qui vivent sur l'océan le voient comme une autoroute. C'est par la voie des mers que l'humanité a colonisé de nouveaux territoires. Comment apporter la preuve de la présence de solutréens en Amérique du Nord? La réponse est peut-être à chercher du côté de la génétique. Les Hurons-Wendat font partie des nations premières établies dans l'Est du Canada. Ils s'intéressent à leur patrimoine génétique. Et leur récit des origines est très intéressant. Dans la communauté Huron-Wendat, nous avons différentes histoires sur la création, sur l'origine des Hurons-Wendat. Il y en a une qui est un petit peu particulière, qui raconte qu'il y a très, très, très longtemps, les Hurons-Wendat auraient émergé, seraient sortis d'une grotte dans un secteur près de le Grand Lac Salé, donc aujourd'hui l'océan Atlantique, et ensuite se seraient déplacés sur le continent pour ensuite s'installer sur le territoire Huron-Wendat. Louis Lesage est biologiste. Il se demande si la science pourrait confirmer la légende. Il est venu en Angleterre pour initier une étude génétique inédite. Nous avons des questions et nous voudrions des réponses. Nous sommes curieux de mieux connaître nos ancêtres et leur époque. Louis Lesage apporte 40 dents qui ont appartenu à ses ancêtres. Elles proviennent de nécropoles antérieures à l'arrivée des Européens de l'ère moderne. Les recherches sur des restes humains sont très rares chez les nations premières. Mais pour connaître leurs origines, les Hurons-Wendat ont fait une exception. C'est quelque chose de tout à fait unique. La communauté chez nous pense que, étant donné que nous sommes une communauté qui est curieuse, c'est très étrange de savoir que mes ancêtres sont dans cette petite boîte. Alors, s'il vous plaît, ne parlez pas d'échantillons. Ce sont des individus, c'est important. Ils sont placés sous votre responsabilité. Nous sommes reconnaissants de la confiance dont les Hurons-Wendat nous honorent pour faire ce travail de recherche. L'objectif du programme est d'étudier l'ADN ancien et moderne de populations autochtones. Nous allons tester l'hypothèse selon laquelle une partie de l'ADN ancien a traversé l'Atlantique. L'équipe de Stephen Oppenheimer cherche un petit marqueur génétique. Il s'appelle X2A. L'aplogroupe X représente des populations présentes en Europe, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Son descendant, X2A, apparaît chez les peuples indigènes de l'Est de l'Amérique du Nord. Ce marqueur est totalement absent en Asie orientale, en Sibérie et en Alaska. Pour Stephen Oppenheimer, X a donc pu traverser l'Atlantique. C'est le trajet le plus rapide entre l'Europe et l'Amérique. Si l'on regarde les données dont on dispose, il est clair que la voie la plus évidente, c'est la traversée de l'Atlantique. La plupart des généticiens sont en désaccord avec l'interprétation de Stephen Oppenheimer. Oppenheimer se fonde sur un seul marqueur génétique. On ne peut pas expliquer le peuplement des Amériques en se fondant sur un seul type de données. Il faut s'appuyer sur un faisceau d'indices, sinon ce n'est pas un bon modèle. Et le meilleur modèle dont on dispose à l'heure actuelle, c'est le peuplement par le détroit de Bering et non par l'Europe.
Le grand défaut de cette argumentation contre X, c'est qu'elle considère que l'Amérique n'a été colonisée que par une seule voie. Mais comment peut-on en être certain? Les Amériques pourraient avoir été colonisées par des routes diverses et présenter de multiples lignées génétiques. L'équipe de généticiens va passer 3 mois à chercher X2A. Sa présence dans les gènes des Hurons-Wendat donnerait un poids certain à l'hypothèse d'une migration européenne. Mais l'hypothèse ne serait pas confirmée pour autant, car selon de nombreux chercheurs, les solutréens n'auraient pu résister aux conditions climatiques de la dernière glaciation. Des vents glacés soufflaient d'ouest en est sur l'Amérique du Nord. Ils parcouraient la banquise de 4 km d'épaisseur qui recouvrait le Canada. Quand ils atteignaient l'Atlantique Nord, la température descendait à moins 35 degrés. Il aurait fallu traverser tout l'Atlantique Nord. Ça paraît complètement irréaliste. C'était un exploit d'une difficulté inouïe, quel que soit le type d'embarcation. Mais pendant la dernière glaciation, l'Atlantique n'était pas aussi large qu'aujourd'hui. On parle toujours de 6000 km. Mais ce chiffre est faux. Regardez l'aspect de l'océan et la banquise à ce moment-là. Aujourd'hui, la distance qui sépare la France de Terre-Neuve est de 6000 km. Mais pendant l'ère glaciaire, d'énormes quantités d'eau étaient emprisonnées sous forme de glace. Le niveau des mers était bien plus bas, découvrant de vastes portions du plateau continental. Seuls 2000 km séparaient les deux continents. Pour les Inuits, ce n'est pas grand-chose. Ils sont capables de parcourir 2400 km pour traverser le nord du Canada. L'être humain est plein de ressources. Nous nous trouvons très intelligents. Eh bien, eux, ils l'étaient tout autant. Les solutréens ont inventé l'aiguille à chat. Grâce à elle, ils pouvaient coudre hermétiquement les peaux. Ils fabriquaient des vêtements capables de les protéger des éléments. Ils devaient porter des vêtements adaptés. Sinon, ils n'auraient pas survécu. C'est évident. Dennis Stanford sait comment on survit dans un monde glacé. L'huile, c'est de la graisse. On peut la tirer des animaux comme le phoque ou le grand pingouin. Elle sert pour tout, pour s'éclairer, pour se chauffer, pour se protéger du froid. L'huile devait être un élément fondamental de leur mode de vie. Et le meilleur endroit pour s'en procurer, c'était sur la glace qui recouvre l'océan. C'est là que se trouve la plupart des ressources. Et on peut y vivre toute l'année. Pour Dennis Stanford, les solutréens n'ont pas eu l'intention de traverser l'océan. Ils ont simplement suivi cette mer généreuse qui garantissait leur subsistance. La traversée a pu se faire par hasard. Ils ont avancé petit à petit. Et un jour, ils se sont retrouvés sur le plateau continental d'Amérique du Nord. Sur le chantier de fouilles, Peggy Jodry observe une tache dans les sédiments. Dennis, je crois qu'on a trouvé un petit fragment de charbon dans ce niveau d'occupation. C'est formidable. Oui, c'est génial. Ce charbon provient peut-être d'un foyer. Il pourrait permettre à l'équipe d'obtenir une datation précise du site au carbone 14. Mais ils doivent encore dégager 15 cm de sédiments avant d'atteindre leur but. Pour moi, ça ressemble à du charbon, cette tache noire là. C'est génial. On va arriver sur du charbon de bois, oui.
on va pouvoir obtenir une datation au carbone 14. Et avec un peu de chance, on va trouver des éclats de silex et de petits outils en pierre. Et en soi, c'est... Attention! Ça va? Il faut que tout le monde s'éloigne de la paroi, il y a une vibration. Elle est en train de se fissurer, là. Un pan de la paroi s'est effondré. Elle a évité de peu la zone de fouille. L'équipe doit procéder avec encore plus de prudence. Là, on est à ça du but. Et c'est formidable parce qu'on arrive dans la bonne couche. J'espère qu'on va y trouver des indices d'occupation humaine. Seuls quelques éléments matériels peuvent traverser le temps. Les os, les charbons d'un foyer et l'outillage en pierre. Les vestiges d'une technologie indispensable à la survie des hommes de l'ère glaciaire. Pour Dennis Stanford et Bruce Bradley, des solutréens ont passé des mois sur l'océan, dans des conditions extrêmes. Et puis, ils ont été les premiers à poser le pied sur le sol de ce nouveau monde. En arrivant, ils ont trouvé un environnement glaciaire, le même que chez eux. Ils savaient exactement comment s'adapter à ces conditions climatiques. Le premier soin des solutréens aurait été de chercher les roches propres à façonner leurs outils. Ils évaluent très vite l'endroit et ils se trouvent plutôt bien lotis parce qu'ils sont les premiers à y parvenir et la région est plutôt riche. Alors ils se mettent en devoir de trouver ce dont ils ont besoin. Ils commencent par aller sur la plage pour chercher des galets. Sur le continent, ils ont croisé des animaux qu'ils ne connaissaient pas, des créatures qu'ils n'avaient jamais vues d'êtres humains. Ces contrées nouvelles abritaient d'énormes mammifères préhistoriques, des animaux qui n'existaient pas dans l'Europe de l'ère glaciaire. Parmi eux, un prédateur effrayant, l'ours à face courte. Un tueur de 900 kilos, capable de poursuivre sa proie à 40 km/h. C'est une région pleine de défis, mais ils ont pu les relever en s'adaptant peu à peu au comportement de ces animaux. Ils ont dû rencontrer d'autres animaux, comme ce curieux paresseux géant de 3 mètres de haut. Il leur a fallu apprendre à les chasser ou à périr sous leurs griffes. L'équipe propose une hypothèse audacieuse. Les solutréens se sont adaptés à leur nouvel environnement et le pont de glace a permis au peuplement de se poursuivre en reliant les deux continents. Il ne s'agit pas de migration, mais d'expansion. Ils sont établis de part et d'autre de l'océan et utilisent le milieu comme une réserve de nourriture. Peut-être que certains sont restés, d'autres sont repartis. Ils ont apporté leur technologie et on en retrouve les traces dans la baie de Chesapeake. Si les solutréens se sont établis en Amérique, on devrait retrouver leurs traces dans le patrimoine génétique des populations indigènes. Après des mois de travail intense, l'équipe de Stephen Oppenheimer a fait une découverte surprenante. Le marqueur X2A est présent dans 3 dents des anciens Hurons-Wendat. Personnellement, j'ai appris des choses vraiment intéressantes. Oui, on a vu que les groupes les groupes autochtones qui entourent les Hurons-Wendat avaient le fameux gène XA2. Je trace un X ici. Le marqueur génétique X2A pourrait indiquer que les ancêtres de Louis le Sage sont venus d'Europe lors de la dernière glaciation.
Nous avons la preuve que X2A était là avant Christophe Colomb. Oui, c'est vraiment passionnant. On sait qu'il n'est pas arrivé avec Christophe Colomb. Il est probable que les personnes qui portent le X2A ont eu des ancêtres qui ont traversé l'Atlantique. La preuve est là. Ils sont venus de l'océan, de l'Est. Juste ce résultat-là vient complètement chambouler, bouleverser les idées qu'on avait de la colonisation de l'Amérique du Nord, que tout le monde arrivait par le détroit de Bering. Il y avait un seul passage, puis les gens arrivaient et ont colonisé l'ensemble de l'Amérique du Nord en arrivant par le détroit de Bering. Ces résultats nous aident à construire notre histoire peu à peu. Qui sommes-nous exactement? Je suis fier de dire que mes ancêtres nous ont aidés à mieux comprendre notre histoire commune. Et j'espère qu'on va se rappeler longtemps de la contribution des Hurons-Wendat, des ancêtres des Hurons-Wendat notamment, dans justement cette réécriture de l'histoire, cette nouvelle conception de la colonisation de l'Amérique du Nord. L'étude du génome complet des Hurons-Wendat se poursuit même si les travaux d'Oppenheimer n'ont pas convaincu ses collègues. Du point de vue de la génétique, cette histoire ne peut être possible que si un groupe est venu ici, mais n'a pas laissé de descendants. On a une histoire comparable à tester, celle des Vikings. À notre connaissance, ils n'ont pas de descendance en Amérique du Nord, mais ils ont laissé assez de traces archéologiques pour confirmer leur passage. Quand on est scientifique, il faut constamment garder à l'esprit qu'on peut se tromper. Et il faut se laisser guider par les indices. On y est. Allez, c'est parti. On commence à voir de gros fragments de charbon. Il y a plein de charbon là, c'est vraiment super. C'est gratifiant de trouver des choses comme ça. Ce sont des informations essentielles. Sans elles, on aurait du mal à poursuivre. C'est certain. Les petits fragments de charbon de bois indiquent la présence d'un feu. Mais l'équipe n'a pas trouvé de foyer. Le charbon est expédié pour une datation. Mais avant la fin de la fouille, ils font une nouvelle découverte. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une pièce bifaciale, elle est intacte. Elle est très belle parce qu'elle est en quartzite, comme tous les éclats qu'on a trouvés. Regardez ça. C'est pas beau ça? Un biface complet, trouvé le dernier jour. C'est la cerise sur le gâteau. Il est joli, non? Regardez-moi cette beauté. C'est fantastique. Trouver ça le dernier jour, c'est un bon présage. Ça donne envie de revenir pour continuer les recherches. C'est incroyable. 4 mois plus tard, les résultats de la datation au carbone 14 arrivent. 3 des échantillons de charbon sont datés de 22 000 ans. Une période qui correspond au début de la culture solutréenne. Plus que jamais, Bruce Bradley et Dennis Stanford veulent poursuivre l'aventure. Moi, ce qui me passionne dans cette histoire, ce n'est pas d'avoir une jolie hypothèse à présenter. C'est de mieux comprendre l'expérience humaine et de l'enrichir au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. À l'avenir, grâce à nos recherches, on enseignera une histoire un peu différente aux jeunes archéologues, parce qu'elle donne une version différente des origines de l'histoire du monde. Si Dennis Stanford et Bruce Bradley ont raison, l'ingéniosité des Solutréens les a conduits plus loin que quiconque aurait pu l'imaginer.
La soirée se poursuit dans Science Grand Format avec un documentaire sur la découverte mystérieuse de restes humains dans une grotte du sud de la Chine. Des fossiles datés de 14 000 ans qui ne ressemblent à aucune espèce connue à ce jour et qui ouvrent de nouvelles perspectives sur l'évolution récente et le peuplement de l'homme en Asie. S'agit-il d'une espèce inconnue? Les travaux des chercheurs éclairent aujourd'hui cette question. L'homme mystère de l'âge de pierre, c'est tout de suite sur France 5.